Quand les prix flambent à la pompe, à quoi sert vraiment l'unité politique affichée? Emmanuel Macron est récemment monté au créneau, devant la presse, pour marteler que la situation ne justifie pas la levée des sanctions contre la Russie. Un message censé incarner force et cohésion, répété en chœur par la grande coalition occidentale. Mais pendant qu'on applaudit la rhétorique à Bruxelles ou à Paris, c'est 2 € le litre d'essence en France, 8 $ le gallon en Californie. Les files d'attente s'allongent, les automobilistes râlent, et l'inflation s'invite dans le quotidien de chacun. On bloque l'Armusquis, les réserves stratégiques américaines sont au plus bas depuis 40 ans. Et tout se tintamarre pour libérer quelques millions de barils, juste de quoi tenir 3 ou 4 jours à l'échelle mondiale. Vous le sentez, ce grand écart? Les outils classiques, réserves, fûts, communiqués, semblent de plus en plus impuissants face à la réalité brute du marché pétrolier. Alors, à quoi bon toutes ces démonstrations d'unité? Ne sommes-nous pas en train d'assister à une fuite en avant où la politique essaie de masquer ses propres limites derrière des symboles? La vraie question c'est, à qui profite vraiment cette posture? Et surtout, qui paie la facture? Car ce sont les Français, et tous les Occidentaux, qui continuent de payer le prix fort pendant que les dirigeants rivalisent de déclarations. L'enjeu, ce n'est pas juste du carburant, c'est la stabilité économique, le pouvoir d'achat, la crédibilité même de nos institutions. Peut-on vraiment compenser, par la force politique, la dureté du marché? Ou sommes-nous en train de perdre une bataille qu'on refuse de nommer? Pour comprendre comment on en est arrivé là, décortiquons ensemble la logique et les arguments de ceux qui défendent le maintien des sanctions. Unité, pression cumulative, réputation. Voilà les 3 piliers sur lesquels repose la défense des sanctions occidentales contre la Russie. Mais que signifie-t-il vraiment, concrètement, quand on observe le jeu politique et économique en coulisses? Commençons par l'unité. Depuis 2 ans, l'image d'un Occident soudé, du G7 à l'Union européenne, martelant à coups de déclarations et de mesures leur engagement à tenir bon face à Moscou, est devenue l'arme principale. Cette cohésion affichée ne sert pas seulement à impressionner la Russie, elle est aussi le ciment interne d'un édifice politique mis à rude épreuve par les hausses de prix et l'inflation. Car sans unité, impossible de maintenir la fameuse pression maximale censée affaiblir l'économie russe. Sur le plan économique, la logique semble limpide. En isolant la Russie de la technologie occidentale, des marchés financiers, du système d'assurance pour les tankers, et en imposant un plafond sur le prix du pétrole, l'objectif est clair. Les sanctions créent un discount massif sur le brut russe Urals, qui se négocie régulièrement 15 à 20 $ en dessous du Brent, privant Moscou de milliards. Ajoutez à cela des obstacles techniques pour l'exploitation de nouveaux gisements ou le renouvellement de la flotte pétrolière, et on obtient, sur le papier, une machine à éroder la puissance économique russe, jour après jour. Ce n'est pas un coup de massue immédiat, mais bien une lente asphyxie, cumulative, presque invisible au jour le jour, mais censée devenir implacable sur la durée. Mais il y a aussi la dimension réputationnelle, peut-être la plus délicate à manier. Ne pas céder, c'est envoyer un signal à la planète entière. L'Occident ne plie pas sous la pression, et ce, même si cela signifie payer le prix fort à la pompe ou à l'épicerie. Emmanuel Macron l'a d'ailleurs rappelé, lever les sanctions sans avoir obtenu la moindre contrepartie de la Russie, ce serait transformer ce qui était censé être l'instrument économique le plus puissant de l'arsenal occidental en une simple menace creuse que l'on peut lever par lassitude. L'histoire récente donne des exemples inverses. En 2019, l'accord sur le nucléaire iranien avait abouti à une levée des sanctions, mais seulement en échange de concessions vérifiables, d'inspections, d'engagements concrets. Rien de tel aujourd'hui avec la Russie. Aucune ouverture, aucune négociation en vue. Renoncer maintenant équivaudrait à reconnaître son impuissance. Et derrière cette prudence se cache la crainte du précédent. Céder une fois, c'est ouvrir la porte à toutes les futures remises en question. C'est risquer d'annihiler, pour longtemps, l'efficacité de l'outil des sanctions dans la boîte à outils diplomatique occidentale. Car si la grande coalition recule dès que la pression devient électoralement coûteuse, pourquoi la Chine, l'Inde ou le Brésil prendraient-ils au sérieux la prochaine menace? L'enjeu ici dépasse le cas russe. Il touche à la crédibilité même de l'Occident sur la scène internationale.
Mais cet édifice repose sur une condition. L'unité doit tenir. Si la moindre fissure apparaît, si les opinions publiques ou certains gouvernements commencent à tergiverser, tout le mécanisme de pression risque de s'effondrer. Or, derrière l'écran des slogans et des sommets, la réalité du marché pétrolier mondial s'impose, implacable. Alors, au-delà des intentions et du discours, que disent vraiment les chiffres, la matière, le concret du marché? C'est ce que nous allons examiner maintenant, car, contrairement à la politique, l'arithmétique ne ment jamais. Quand la politique se heurte à la pénurie physique, qui gagne? C'est la question centrale, et c'est là que le discours d'Emmanuel Macron révèle toute sa fragilité. Parce qu'en face des déclarations martiales, il y a une arithmétique implacable qui, elle, ne négocie pas. Prenons les chiffres, bruts, froids, indiscutables. Avant l'avalanche de sanctions, la Russie exportait environ 5 millions de barils de pétrole par jour. L'Iran, soumis à ses propres restrictions, pesait encore 2,5 millions de barils. Additionnés, 7,5 millions de barils chaque jour, soit quasiment 7 à 8% de l'offre mondiale de pétrole, sont désormais sous pression ou détournés des circuits traditionnels. C'est immense. Pour mettre en perspective, le marché mondial tourne autour de 100 millions de barils consommés quotidiennement. Même avant la crise, c'était déjà tendu. Mais aujourd'hui, on vit une époque encore plus exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'un autre facteur s'est invité à la table. L'Armuskie, ce passage stratégique par lequel transite près de 20% du commerce pétrolier mondial, est virtuellement bloqué. Résultat, aux 7,5 millions de barils sous sanction, s'ajoutent 20 millions supplémentaires, soit près d'un tiers de la consommation mondiale, qui circulent désormais avec des risques accrus, des coûts explosifs ou, tout simplement, ne circulent plus. Là, ce n'est plus une question d'opinion ou d'alignement politique. C'est une réalité matérielle, physique, qui s'impose à tous. Face à cette pénurie, que fait la politique? Les dirigeants du G7, à commencer par les États-Unis, ont massivement puisé dans leurs réserves stratégiques. 400 millions de barils libérés, s'ajoutant à la décision américaine de vendre 180 millions de barils des propres stocks du pays. Ça paraît énorme, sauf qu'avec une consommation mondiale de 100 millions de barils par jour, cela ne couvre que 4 petits jours. 4 jours. Face à une crise qui s'étend sur des mois, voire des années, cette réponse ressemble à un pansement sur une hémorragie. La politique gesticule, cherche à rassurer, mais l'arithmétique, elle, ne pardonne pas. Alors, certains ont tenté une autre manœuvre. Utiliser les marchés à terme, les fameux contrats de futur, pour stabiliser les prix ou donner l'illusion d'un approvisionnement assuré. Mais là encore, c'est le mur du réel. Un contrat financier ne remplit pas un réservoir. Le pétrole n'est pas une ligne dans un tableau Excel, c'est une matière brute qu'il faut extraire, transporter, raffiner. Et ça, aucun instrument financier, aucune déclaration de chef d'État ne peut le créer ex nihilo. Ce décalage entre la politique et la réalité du marché se lit aussi dans la fracture grandissante au sein même du camp occidental. Regardez les signaux envoyés par les deux pôles du G7. À Washington, on discute ouvertement d'un assouplissement des sanctions, cherchant à stabiliser les prix, quitte à rouvrir un peu le robinet russe ou iranien. Peut-être qu'on n'aura pas à réimposer ces sanctions, glisse même le président américain. Quelques jours plus tard, à Paris, Emmanuel Macron martèle exactement l'inverse. La situation ne justifie pas de lever les sanctions. 2 discours, 2 stratégies, une seule réalité. L'unité affichée n'est plus qu'une façade. Même Bruxelles commence à hausser le ton, exigeant de Washington le respect des règles qu'elle-même a contribué à écrire. Ce n'est plus le langage d'un bloc soudé, mais celui de partenaires qui s'inquiètent, voire se défient. Et pendant que les grandes capitales s'écharpent sur la ligne à tenir, ce sont les citoyens qui encaissent le choc. Le plein coûte de plus en plus cher, l'inflation grignote le pouvoir d'achat, l'incertitude fait rage. Certains pays, comme la Serbie ou la Hongrie, adoptent une posture bien plus pragmatique. Ils négocient directement avec les fournisseurs, contournent parfois les sanctions, pour garantir un approvisionnement stable à leur population. Résultat,
Leur prix reste plus stable et la grogne populaire y est moindre. Ce qu'on observe, c'est une fuite en avant. Plutôt que d'admettre que la mécanique du marché mondial impose ses lois, la politique préfère multiplier les symboles, les déclarations, les postures. Mais à force de déconnecter le discours de la réalité matérielle, le risque est immense. Ce sont les citoyens qui paient la facture, perdent confiance et finissent par douter de la légitimité de leurs dirigeants. La stabilité économique européenne, la crédibilité politique, l'influence internationale, tout cela se joue ici, sur la capacité à affronter la réalité plutôt qu'à la masquer. Alors, face à cette impasse, quelles leçons peut-on tirer de l'histoire? Et surtout, quelles conséquences pour l'avenir? L'histoire se répète-t-elle? Quand la politique nie la physique, qui cède en premier? Cette question, on se l'est déjà posée il y a un demi-siècle, lors du choc pétrolier de 1973. À l'époque, les réponses politiques ont volé en éclats face à une réalité physique implacable. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de croissance, point. Mais aujourd'hui, la situation est différente, et d'une certaine façon, encore plus précaire. Dans les années 70, l'Occident avait pu compter sur des réserves stratégiques pour amortir le choc. Ces réserves étaient encore pleines, prêtes à être mobilisées. Mais en 2024, ces stocks ont été largement entamés, parfois jusqu'à l'épuisement, et il n'y a plus vraiment de matelas de sécurité pour contenir la pression. On le voit bien. Chaque nouvel outil mis en œuvre pour contenir la crise s'éloigne toujours plus du réel. D'abord, on a vidé les réserves physiques. Ensuite, on a jonglé avec les marchés à terme, cherchant à influencer les prix par la spéculation et la communication. Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus que la posture, la déclaration politique, le symbole. C'est comme si on essayait de réparer une canalisation percée en posant simplement un autocollant « Tout va bien » dessus. Et cette fuite en avant se voit de jour en jour. Les discours politiques creusent l'écart entre la réalité physique du marché et la réalité vécue par les citoyens. Pendant que les dirigeants occidentaux affichent une unité de façade, en coulisses, chacun commence à chercher une porte de sortie. On l'a vu cette semaine, Emmanuel Macron, d'un côté, qui affirme que la situation ne justifie pas la levée des sanctions. De l'autre, la Maison-Blanche qui, selon des fuites, envisage tranquillement un allègement partiel des sanctions pour stabiliser les prix. Même Donald Trump l'a dit crûment. Qui sait, peut-être qu'on n'aura même pas besoin de réimposer les sanctions. Bref, sous la surface du discours officiel, c'est chacun pour soi. Et pendant que l'Europe continue de payer le prix fort, les alliés eux-mêmes ne jouent plus tout à fait collectif. La Commission européenne supplie désormais Washington de respecter les mêmes règles que Bruxelles, non plus au nom de la coordination, mais parce qu'elle craint d'être laissée sur le carreau. On est loin de l'unité rêvée. De l'autre côté, le discours russe évolue aussi. Kirill Dmitriev, représentant officiel, note sobrement. De plus en plus de pays, notamment les États-Unis, commencent à mieux comprendre le rôle systémique du pétrole et du gaz russe pour la stabilité économique mondiale. Ce n'est pas une victoire proclamée, ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement la réalité qui s'impose. Ceux qui détiennent les ressources réelles prennent l'avantage avec le temps. Ce sont eux qui dictent le tempo, tandis que les autres s'essoufflent à force de vouloir gagner du temps à coups de déclarations. Concrètement, pour les Européens, le risque est immense. Perte de pouvoir de négociation, pression sociale croissante, inflation galopante et, à terme, remise en cause de la cohésion même du projet européen. Les citoyens, eux, paient directement à la pompe et dans le panier de course. Pendant ce temps, en Serbie ou en Hongrie, pays qui ont fait le choix de contrats réels au lieu de grandes déclarations, aucune pénurie, pas de choc des prix, pas de file d'attente. Voilà où nous en sommes. Chaque jour qui passe sans ajustement rapproche l'Europe d'une crise sociale majeure. Alors, comment sortir de cette impasse? Quelles solutions concrètes sont possibles? C'est ce qu'on va explorer dans la prochaine partie. Et si la vraie force était d'adapter sa politique à la réalité, pas de s'entêter. Regardez la Serbie, regardez la Hongrie. Ce ne sont pas des géants économiques, mais ils ont fait un choix radicalement différent. Ils ont gardé des contrats physiques avec leurs fournisseurs d'énergie sans céder à la pression des grandes déclarations occidentales. Résultat? Pas de file d'attente interminable devant les stations,
pas de prix de l'essence qui explose du jour au lendemain. Pendant que les automobilistes français comptent chaque euro à la pompe, que les prix grimpent en flèche et que la tension sociale monte, les citoyens serbes et hongrois, eux, continuent de faire leur plein normalement, sans panique, sans choc sur leur pouvoir d'achat. Ce contraste devrait vraiment nous interpeller. On nous parle sans arrêt de résilience, mais la réalité, c'est que cette résilience imposée par les politiques, ce ne sont pas eux qui la portent, c'est nous, citoyens, au quotidien. Les décideurs, eux, ne font pas la queue pour leur carburant. Ils ne perdent pas leur essence de leur poche. Ils sont protégés par leurs fonctions, leurs privilèges, et c'est le contribuable qui règle la note. Cette séparation entre ceux qui décident et ceux qui subissent n'a jamais été aussi visible qu'aujourd'hui. À force de vouloir tenir une position de principe, on finit par demander aux plus modestes de supporter tout le poids d'une décision qui n'améliore ni leur quotidien, ni la situation globale. Mais le plus frappant, c'est qu'une alternative existe. Elle n'est pas théorique. Elle fonctionne sous nos yeux. Le choix pragmatique d'Orban ou de Vučić n'est pas un miracle. Ce n'est pas une trouvaille géniale. C'est simplement le refus de remplacer des approvisionnements réels par des symboles. Dans un contexte aussi tendu, cette lucidité apparaît plus forte qu'un discours sur la fermeté ou le courage politique. Parce qu'au bout du compte, la réalité finit toujours par s'imposer. On ne peut pas, à l'infini, opposer la volonté politique à la physique du marché. Les pénuries n'écoutent pas les discours, les prix ne baissent pas sous les applaudissements médiatiques. Et chaque jour d'inflexibilité supplémentaire aggrave la situation, en creusant l'écart entre les promesses et le vécu des citoyens. C'est ici qu'il faut tirer la vraie leçon. Reconnaître qu'ajuster une stratégie face à la réalité, ce n'est pas un aveu de faiblesse. C'est au contraire ce qui distingue un dirigeant visionnaire d'un chef prisonnier de ses propres slogans. L'histoire récente nous l'a déjà montré. Souvenez-vous du choc pétrolier des années 70. À force de nier la réalité des ressources, la politique a fini par heurter un mur, et la reconstruction a coûté cher, très cher, à toute une génération. Aujourd'hui, les réserves stratégiques ne se remplissent plus, elles se vident. On ne prépare pas l'avenir, on gère l'urgence par des effets d'annonce. Le vrai risque, c'est de continuer sur cette voie jusqu'à la rupture. Quand le fossé entre les décisions politiques et la vie quotidienne des citoyens devient trop grand, c'est la confiance qui s'effondre, la légitimité qui vacille, et la démocratie elle-même qui se trouve fragilisée. Refuser d'entendre ce que crient les marchés, ce que vivent les Français chaque jour à la pompe, c'est risquer bien plus qu'un simple revers électoral. C'est jouer, sur le long terme, la crédibilité de tout un modèle. Alors, si la force n'est plus dans l'entêtement mais dans l'adaptation, si la preuve de leadership, c'est de savoir changer de cap quand la réalité l'impose, il est temps de se demander que retenir de cet épisode et comment agir en conscience. Entre la logique politique et la réalité du marché, c'est la seconde qui finit toujours par s'imposer. Regardez bien ce qui se joue sous nos yeux. Au fil des semaines, à chaque nouvelle déclaration, à chaque nouvel outil sorti de la boîte à outils occidentale, le résultat est le même. Les réserves stratégiques, vidées dans l'urgence, n'ont offert qu'un sursis de quelques jours. Les marchés à terme, censés rassurer et stabiliser, n'ont été qu'un mirage de papier. Et maintenant, nous en sommes réduits à des prises de parole, des postures, des symboles, des mots, rien d'autre. Mais pendant ce temps-là, le litre d'essence ne cesse d'augmenter, les stocks fondent, et la réalité s'impose, chaque jour un peu plus brutalement. Ce qui frappe, ce n'est pas la force, mais l'impuissance que révèlent ces gesticulations. Car derrière la façade de l'unité politique, la fissure s'élargit. L'Europe, privée de ressources concrètes, n'a plus que le verbe pour se rassurer. Les outils institutionnels deviennent de plus en plus éthérés, jusqu'à ne plus être que du vent. Et ce vent, pour les citoyens, se transforme en tempête sur leur pouvoir d'achat, sur leur stabilité quotidienne. Les prix explosent, l'inflation mord, et la confiance, elle, s'effrite. Le risque, si on laisse durer cette dissonance entre le discours politique et la réalité physique, est immense. Plus l'écart se creuse,
plus le sentiment d'impuissance et de déconnexion grandit jusqu'à menacer l'ensemble du pacte social. Car la crise ne se limite pas à la pompe à essence ou au ticket de caisse, elle touche à la crédibilité même de nos dirigeants, à la solidité des institutions, à la cohésion du continent. Et pendant que l'Occident s'entête dans ses postures, ceux qui ont les ressources, eux, voient leur position se renforcer chaque jour un peu plus. Le temps, dans cette histoire, ne joue pas en notre faveur. Alors, face à cette fuite en avant, il y a urgence à s'informer, à refuser le confort trompeur des slogans, à exiger des solutions qui partent du réel. Ce n'est pas une question de se résigner, mais de comprendre que l'arithmétique finit toujours par gagner sur la rhétorique. L'histoire récente l'a prouvé, et ce n'est pas la première fois que l'illusion politique se heurte au mur du marché. Les leçons des années 70 restent gravées. Quand la géopolitique du pétrole a bouleversé l'équilibre mondial, la seule réponse efficace fut d'accepter la réalité et d'adapter le système. Aujourd'hui, il est vital d'exiger de nos responsables qu'ils affrontent la situation avec lucidité, qu'ils rebâtissent sur du solide, qu'ils cherchent des issues tangibles et non des échappatoires symboliques. Car plus on attend, plus il en coûtera à chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il est essentiel de suivre, de comprendre, de ne pas se satisfaire des effets d'annonce. Parce qu'ici, chaque épisode n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Si vous voulez saisir toutes les ramifications de cette crise, si vous refusez de vous laisser bercer par les discours, abonnez-vous. Ici, on s'attache à décrypter la réalité, pas à la contourner. Restons vigilants, exigeants, informés, car c'est notre quotidien, et peut-être notre avenir, qui se joue maintenant.